Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne des panafricanistes. Au cours de cette autre édition, nous allons continuer à nous interroger et surtout analyser l'information, la décrypter davantage en profondeur. Et d'ailleurs, une question taraude les esprits depuis quelques jours. On parle bien sûr de sécurité et le Cameroun qui a signé un accord militaire avec la Russie. Nous nous interrogeons donc aujourd'hui. La wagnérisation de l'Afrique est en marche. En tout cas, c'est notre grande interrogation. Il faut préciser par ailleurs, mesdames, messieurs, que l'accord porte sur un document de 13 pages, paraphé côté Cameroun par le ministre de la Défense, Joseph Betiasomo, et pour la Fédération de Russie par son homologue le général Sergueï Shoïgu. Pour l'essentiel, et dans l'article 2 de ce document, les deux pays conviennent de l'échange d'opinions et d'informations en matière de politique de défense et de sécurité internationale, de développement des relations dans le domaine de la formation conjointe et l'entraînement des troupes, d'enseignement militaire, de médecine, de topographie ou encore d'hydrographie militaire. Tout cela, bien sûr, a été signé par le Cameroun et la Russie. Et nous, de nous poser justement la question, est-ce finalement la wagnérisation de l'Afrique qui est en marche? Pour nous accompagner, le président Banakani avec nous encore aujourd'hui. Président Banakani, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon cher Jocelyn, toujours heureux d'être à tes côtés. Je vais embrayer directement sur le thème. Allez-y. Alors, la wagnérisation de l'Afrique en marche, oui, il faut dire oui. Pourquoi? Pour les Occidentaux, traiter avec la Russie, c'est être wagnérisé. Oui. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'entrer dans le tête mal levé, ça? Non, du tout. On va prendre l'euro micro, l'euro parleur pour marcher partout et dire non, on n'est pas Wagner. Il faut arrêter ça. Donc je pense que quand on regarde le théâtre ukrainien aujourd'hui, on voit très bien qui est le champion des mercenaires. On voit très bien qui est mercenaire dans l'âme. Exact. Qui est mercenaire dans l'âme. Donc à partir de ce moment-là, le débat il est clos. Donc, comme ils associent tout rapport avec la Russie à la wagnérisation, nous sommes de ceux qui avons dit qu'il faut alors wagnériser tout le continent africain. Mais c'est ça qui les fait peur. Donc, c'est peut-être que votre terme est juste. Votre question doit plus être une question. C'est un fait. Wagnérisation du continent africain. C'est là qu'il s'agit. Donc, pour être plus sérieux, cet accord qui est signé entre le Cameroun et la Russie, on peut le prendre sur deux angles. Dans un angle de froideur, rien de nouveau sur le soleil. Le Cameroun s'est engagé depuis des années, des décennies, dans une dynamique de diversification de ses partenariats. Oui. Le Cameroun traite avec beaucoup de pays dans le monde, avec qui il a des accords. Le Cameroun a des accords avec la Turquie. Et j'inviterai les gens à aller regarder le rapport avec la Turquie. Les accords qui nous lient à la Turquie. Comment les accords avec le Brésil, avec l'Italie, mon cher gosse. Maintenant, il y a le partenariat avec la France et les États-Unis. Donc, où est le problème particulier de signer les accords avec la Russie? Donc, quand on parle de ce point de vue, c'est une démarche normale, habituelle du Cameroun, depuis que ce pays a décidé de diversifier ses partenariats et de faire de ça le levier stratégique de son positionnement dans les relations internationales. C'est là qu'il s'agit. Donc, il faut inscrire la Russie dans ça. On peut même dire, de ce point de vue-là, on peut dire que la Russie même est en train de rattraper un retard sur les autres qui sont là depuis. Donc ça, c'est la lecture. Ouais. Mais, deuxièmement, ce n'est qu'une officialisation. Le Cameroun entretient des relations avec la Russie depuis au moins 10-15 ans. Je dis, si on parle de l'arrivée du président Biya au pouvoir, le Cameroun entretient depuis au moins... Il y a des relations entre ces deux pays dans divers domaines, au niveau militaire, au niveau et ces dernières années, ça s'est accéléré, les gens ne le savent pas, au niveau énergétique, par exemple, au niveau du gaz, ça, au niveau du pétrole, les gens ne le savent pas. Des relations sérieuses sont avancées, des relations sérieuses en cours entre les deux pays. Oui. De ce point de vue, on est en face d'une officialisation de ce qui se faisait de manière entre guillemets informelle. Maintenant, si on passe du point de vue, de ce point de vue-là, on est dans le point de vue de la dynamique géopolitique actuelle. Bon, on comprend pourquoi ça fait l'effet d'une bombe, on peut le nier. Et on a commencé à voir les réactions de nos amis. Nos amis n'ont pas tardé. Disons, nos amis, nos plus grands amis, nos amis exclusifs, qui nous interdisent d'avoir d'autres amis.
nos amis, nos seuls amis que nous avons, ont commencé à s'agiter. Bon, je ne vais pas le prendre à mon compte la dernière sortie d'un voyou. Personne ne doit citer son nom ici. Non, pas besoin. Pas besoin de citer son nom. D'abord, il n'est connu de personne aux États-Unis, il ne vaut pas grand-chose. Il dit, c'est un voyou. Donc, nos amis s'agitent. Et c'est à ce niveau, c'est ça qui nous entraîne à aborder ça sur l'autre angle, l'angle de la dynamique géopolitique actuelle. Depuis le déclenchement du conflit ukrainien, on voit très bien les positions des pays africains en général et les positions du Cameroun. Ce sont des pays qui disent officiellement que nous ne nous alignons pas. Mais selon l'alignement, est considéré par les Occidentaux comme étant un alignement sur les positions russes. Et les pays africains disent que nous ne sommes pas, on ne s'aligne pas. Il y en a qui boycottent, ils sortent quand tu as voté, ils sortent. Il y en a qui s'abstiennent. Mais l'Occident trouve que la seule position, c'est celle que les Ouattara prennent. Que c'est la seule position là qui est digne d'être considérée comme étant la position africaine. Et du coup, il faut punir tous les pays africains qui ne sont pas ouvertement, qui ne condamnent pas et ne sanctionnent pas la Russie, ne s'alignent pas sur des positions géopolitiques occidentales. Dans ce contexte-là, cet accord, la signature de cet accord revêt un côté émotionnel, sentimental. Il y a un côté actuel qui donne, n'est-ce pas, qui donne un autre, comment dire ça, qui donne un autre goût, parlons comme ça, un autre goût à cette signature. Et c'est très important. Et moi, j'aime ce point de vue. Moi, c'est le point de vue là qui m'intéresse. C'est le point de vue qui m'intéresse. C'est très important parce que, d'abord, je ne suis pas sûr que c'est tout ça. Je ne suis pas sûr. Je me trompe, hein. Je dis, mais je ne suis pas sûr que tout ce que vous avez vu là, c'est ça. Je rappelle aux gens qu'un État a le droit de rendre public certaines choses et de ne pas rendre public certaines. Normal. Voilà. Donc, moi, vous ne le savez pas. Je ne suis pas sûr que c'est ça. Deuxièmement, cet accord prend son importance quand on internalise. C'est-à-dire que quand on l'articule aux dynamiques internes politiques dans notre pays. Je voudrais vous rappeler que dernièrement, il y a quelques jours, il y a un pays qu'on appelle les États-Unis, qui a une fois de plus démontré qu'il parraine, n'est-ce pas, les ambazoniens, en décidant qu'il accordait un droit d'asile de 18 mois, n'est-ce pas, à tous ceux qui se sentaient menacés au Cameroun. De cette manière claire, en fait, aux ambazoniens. C'est-à-dire que tous les ambazoniens, n'est-ce pas, qui se sentent menacés au Cameroun, sont peut-être ceux qui sont protégés par les États-Unis. D'abord, en interne, ça protège tous les parrains de la mafia ambazonienne qui était déjà pourchassée au niveau des États-Unis grâce à l'offensive que le Cameroun a engagée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un politique, il y a le plus grand politicien du monde entier qui vit au Cameroun, qui a fait une sortie pour dire qu'il salue cette mesure. Il salue cette mesure parce que c'est une très bonne chose pour ouvrir de nouveaux horizons aux Camerounais là qui sont retrouvés à l'étranger et en général, et en particulier aux États-Unis. Donc, je vous parlais de la sonorité interne d'un tel accord. Ce parti de ce point de vue, vous voyez très bien que, au Cameroun, l'avenir se conjugue avec des positionnements politiques. Les gens cherchent des soutiens à l'étranger. Et pour la classe politique camerounaise, dans son ensemble, le soutien meilleur, c'est l'Occident. Y compris pour les forces qui sont au pouvoir. Y compris pour les clans et les baronnies qui sont incrustés au cœur du pouvoir, c'est-à-dire au sein du RDPC et de l'État actuellement. Les potentiels successeurs du président autoproclamés, chacun suivez, quand on se met, c'est peut-être brillant, non? Chacun suit son rapport à l'Occident. Ça a toujours été l'occidentalité qui est le point focal de la pensée des hommes politiques camerounais dans leur ensemble en termes de positionnement. Donc, à partir de là, vous voyez la sonorité d'un tel accord. Vous voyez ce que cet accord signifie dans ce sens-là. C'est-à-dire, les élites qui historiquement sont occidentalisées, mais ça c'est moins grave, mais qui ne sont pas seulement occidentalisées, qui sont des agents au service de l'impérialisme occidental. Parce qu'on peut être occidentalisé, ça passe encore. Parce que bon, vous dites que je suis occidentalisé, je n'ai même pas de projet politique, et puis je suis là. Et être occidentalisé, entre guillemets, passif. Entre guillemets. Mais ces gens-là, ils ne sont pas encore occidentalisés. C'est-à-dire qu'ils croient que l'horizon de passage du monde, c'est l'Occident. Et en plus de ça, ils sont des agents.
fabriqués, créés, entretenus par l'Occident, par toutes sortes de mécanismes que nous connaissons, si on lit l'histoire de notre pays, le Cameroun. On a appelé ça la grande UNC. On a appelé ça la grande famille ojulatis. Bon, sauf qu'aujourd'hui, cette famille-là, elle concerne une bonne partie de l'opposition camerounaise, une bonne partie de la société civile camerounaise, une bonne partie des forces vives économiques de notre pays au Cameroun, une bonne partie même des autorités morales. C'est ça, donc, c'est une grande famille aujourd'hui qui a pour point commun de ne pas croire au Cameroun. De ne pas croire qu'un pays africain peut jouer le rôle, permettez l'expression, que l'Angleterre, par exemple, la France et les États-Unis ont joué dans l'histoire de l'Occident et à un moment donné de l'humanité, puisqu'ils ont dominé l'humanité depuis un certain temps. Ils ne pensent pas que les empires passent et que les époques historiques qui consacrent la domination d'un groupe humain sur les autres, que ce soit au niveau local ou au niveau international, c'est ce que la passe. Et ils passent parce que des hommes agissent, n'acceptant pas l'inacceptable qui est imposé par le groupe dominant du moment. C'est ça l'histoire. Mais les gens refusent l'histoire. Les gens bloquent l'histoire en disant que non, l'Occident a dit le dernier mot sur ce qu'on appelle la civilisation. Et que le temps s'est arrêté avec l'Occident. C'est ça le problème. Et puis, il ne croit pas que le Cameroun a un avenir qui soit différent de ce que la France veut lui imposer, les États-Unis veulent lui imposer, l'Angleterre veut lui imposer, les marchés financiers veulent lui imposer. C'est ça l'enjeu. Or, dans le monde aujourd'hui, s'il y a un pays qui s'est levé contre le système-là, mais c'est la Russie. Ça se voit. L'Occident peut envahir, l'Occident peut tuer. Les Américains ils ont créé un océan de sang depuis leur émergence dans l'histoire. C'est l'océan de sang. Quand on lit le nombre de morts qui sont liés à l'impérialisme américain, c'est au moins 45 millions de morts, mon cher gosse. Je laisse les génocides, je laisse les massacres, les crimes qu'ils ont opérés partout, l'extermination des Indiens, qui sont aujourd'hui parqués dans une réserve aux États-Unis. Ils vivent dans des réserves, comme des chiens. D'ailleurs, à l'époque, si les réserves indiennes ils étaient assimilés à des chiens. Ils ont tué, ils ont envahi hier, ils ont génocidé, mais ils génocident aujourd'hui encore. Ils l'ont fait en Irak, en Syrie, partout. La France, pareil, on ne dit rien. Quand ils font ça, c'est le monde qui avance. C'est un acte de civilisation. Quand ils font ça, la liberté, la démocratie avance, la prospérité avance. Mais quand la Russie dit, moi je fais une opération spéciale militaire en Ukraine parce que l'OTAN veut détruire la Russie en instrumentalisant l'Ukraine, c'est la guerre mondiale. C'est un génocidaire, c'est un boucher, c'est un criminel, c'est un sanguinaire. Il faut le juger. Et le monde occidental se dresse contre la Russie, serre son coup pour l'étouffer. Mais ça fait de la Russie un pays du tiers-monde, gosse. On a le même problème. On a le même problème. Mais c'est clair pour tout le monde maintenant. On a le même problème parce que si vous n'avez même pas peur d'une puissance méga nucléaire, vous sautez sur son coup comme ça, mais c'est pas ce qu'on nous fait depuis des années. C'est sûr. Du coup, donc, cet accord prend une tonalité particulière dans un pareil contexte. Je dis bien quand on internalise ça au niveau du Cameroun. Et quand on met en rapport avec les appétits de la France, de l'Angleterre, des États-Unis sur la succession au Cameroun. Et il faut qu'on soit clair par rapport à ça. Donc, du coup, on est obligé de ne pas seulement s'arrêter sur l'angle rationnel, la lecture rationnelle de l'accord que j'ai fait en premier jet, mais le côté géopolitique, le côté dynamique de l'accord semble prendre le pas sur le côté rationnel. Donc c'est comme ça qu'il faut aborder cette affaire. C'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Les élites occidentalisées sont effrayées de voir que, attention, cette perspective-là peut ouvrir les yeux des Africains vers d'autres pôles géopolitiques majeurs autres que l'Occident. Et par rapport à ça, ces élites sont en retard. Il y a quand même deux pays africains de l'Afrique centrale qui ont signé justement des accords militaires avec la Russie. Certains Africains aujourd'hui s'interrogent. Est-ce que l'Afrique centrale n'est pas en train finalement, on le dit comme ça, de se débarrasser de l'ordre qui était la France? Mon cher Jocelyn, moi je suis un homme heureux. Depuis j'ai fait la fine modestie, mais je suis un homme heureux. Vous savez que le soutien que j'ai apporté au président Biya m'a coûté beaucoup. J'ai même risqué ma vie. Vous êtes témoin de ces choses-là. Oui. Nous, on disait ces choses-là avant. Nous avons insisté sur la diversification des partenariats. C'est le dada du président Biya en termes de posture géopolitique. Est-ce qu'on peut nier ça? Non. Nous avons dit, c'est un fait. Et voilà la preuve.
Aujourd'hui, j'étais surpris de voir, ben, je veux le dire, hein, des gens qui, il y a quelques jours, massacraient le président Biya, a demandé qu'on le renverse. Ce n'est pas de nouveaux panafricanistes autoproclamés. Mais qui aujourd'hui sont très heureux, font des sorties sur Internet pour dire que mais le président a dribblé l'Occident. L'autre homme a dit qu'il a mis le Zolo. Vous savez que un gros Zolo, c'est une image de football. Elle dit quand on te passe la balle entre les pieds, oui. Hein, elle dit sous la forme d'un dribble. C'est une honte. Elle dit quand tu dribbles comme ça, tu dois arrêter le jeu au ballon. Il faut arrêter le jeu au ballon. Elle dit que tu es vraiment un bouilleur. Un bouilleur. Elle dit que tu es un bouilleur. C'est-à-dire que le président doit donner un Zolo aux Occidentaux. Et quand je regarde celui qui ici, je dis les gens n'ont pas honte. Ils demandaient à renverser le président Biya. Ils se sont autoproclamés idéologues de la résistance au Cameroun, évidemment en restant à Paris. Mais ces gens connaissent leur parcours en Côte d'Ivoire, ce qu'ils ont fait. Vous voyez comment ça évolue, mais il a fallu du temps, gosse. Il a fallu qu'on travaille énormément, qu'on fasse de pédagogie, énormément pour que les gens comme ça se retournent. Mais c'est bien, mais c'est un signal pour nous. Allez, je ne vais pas cracher dessus pour dire que ça nous a coûté très cher quand on a dit que le Cameroun est à la tête d'une dynamique que les gens ne peuvent même pas imaginer. Ce n'est pas par hasard que le Cameroun est la terre de la naissance du mouvement panafricaniste. Ce n'est pas un hasard. Et ce mouvement n'a pas été persécuté au Cameroun. Je veux dire que le sommet de l'État ne l'a pas fait. Que les anglo-colons l'aient fait, oui. Le président, non. C'est un fait, je peux pas dire maintenant. Mais la vérité m'obligera à dire certaines choses plus tard. Vous comprenez? Ce que le président Gbagbo dit du président Biya, ce n'est pas des histoires. Nous savons de quoi il s'agit. Donc le Cameroun a enclenché cette diversification des partenariats. Le Cameroun est le seul pays du précaré français qui s'est doté d'une armée digne de son nom. Or, la loi de l'armée dans le précaré français est la loi centrale. Un pays, c'est d'abord une armée. Dans les pays du précaré n'ont pas d'armée. C'est pour ça que deux terroristes renversent les États, mon cher gosse. Les gens ne savent pas. Vous connaissez les résultats du Cameroun par rapport à Boko Haram? Mais allez lire. Le Cameroun a atomisé Boko Haram. Le Cameroun va jusqu'à faire la guerre à Boko Haram dans un pays voisin. Je ne vais pas faire de clash diplomatique. Dans un pays voisin. Et allez voir les réactions des gars de Boko Haram quand ils entendent que le Cameroun arrive. Alors nous parlons, pas un seul pouce du territoire camerounais a été occupé un seul jour par Boko Haram. Il dit un seul jour. Et pendant ce temps, ce pays est dans le front, il soutient, il a des forces contre du maintien de la paix. En Centrafrique, partout, en RDC, ces gens ne savent pas. Le Cameroun est là-bas. Pendant ce temps, il fait face à la menace à sa frontière est, à sa frontière ouest. Il fait face à la menace Boko Haram, il tient contre l'Amazonie. Ce n'est pas seulement de la résilience. C'est impressionnant. Alors, quand on choisit de se départir de cette maladie infantile du paysage politique camerounais, l'antibiaïsme primaire, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est ça que même les ennemis ont dit, mais comment ce pays-là tient? D'où tire-t-il sa force? C'est les agences de notation oui. Mondialistes des marchés financiers qui le disent, ce n'est pas Badakami qui le disent. Ils sont dépassés et impressionnés. C'est ce pays-là donc qui a refusé de renouveler les accords de défense avec la France. C'est ce pays qui a refusé dès les années 2007, et je parle sur le compte Belek qui nous suit, lui qui a étudié les différents bilans de la BEAC depuis les années, je crois, 2007-2008, où on a vu le Cameroun décider de ne plus verser un seul franc dans le compte d'opération. Mais les gens pensent qu'on pense à l'air, ces décisions-là. Vous croyez que c'est le jeu? Le Cameroun l'a fait. Et c'est ça qui déclenche, je crois, dernièrement, cette réunion extraordinaire du FMI et de la CEMAC. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. On dit il faut arrêter. Et parlant de ça, voici le franc CFA qui est arrivé à échéance dans la zone. Le Cameroun n'a pas renouvelé les accords. Oui, il n'a pas dit bruyamment, je quitte la zone franc. Mais il a fait ça, on le dit, il n'a pas renouvelé les accords. Ouattara a renouvelé. L'école, c'est quoi? C'est le Ouattara, non? Oui. Alors, le Cameroun n'a pas renouvelé. Le Cameroun est le leader de la zone de la CEMAC. Il n'a pas renouvelé. L'option est claire. Je dis, allez voir les accords, les contrats pétroliers du Cameroun. Allez voir. Allez voir. Vous allez savoir que le pays s'y est dirigé. Allez voir. Alors la SNH a dit qu'il peut explorer le pétrole, la SNH du Cameroun. Il peut explorer le pétrole comme les compagnies étrangères le font. Mais allez voir le contrat des contrats du Cameroun en matière pétrolière. Donc pour dire quoi? Pour dire que
Cet accord vient consacrer quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire le pays a décidé que ma souveraineté, je vais l'arracher, je vais la consolider en diversifiant les partenariats. Pour ne pas dépendre d'un seul partenaire. La diversification, quand elle est efficace et bien menée, te permet de manœuvrer entre les loups. Et dans certaines mesures, de les neutraliser à un moment donné par cette diversification. C'est l'enjeu qui est là. Vous comprenez? C'est l'enjeu qui est là. On n'a pas ressenti justement les accords militaires avec la France, et bon nombre d'Africains se posent aujourd'hui la question de savoir, avec le Cameroun, n'est-ce pas aujourd'hui la fin des accords militaires finalement avec la France? Mais ces accords militaires sont finis depuis. Depuis 2007, M. Fillon est venu au Cameroun avec une délégation extraordinaire, il était Premier ministre, pour demander qu'on les renouvelle. Le président a dit non, on n'a pas renouvelé. Aujourd'hui, on allait jusqu'à un niveau où il est interdit aux militaires français de se balader dans les villes du Cameroun en tenue militaire française. Comparé à d'autres pays du précaré, entre guillemets. Vous allez voir la différence. Oui. Donc il n'y a pas. Il y en a qui disent que oui, ce n'est qu'un accord de coopération et qu'il y a encore les accords de défense qui donnent avec la France. Mais qui mettent ça sur la table? Oui, j'ai suivi, il y a des petits experts autoproclamés qui, pour minorer et justifier leur thèse centrale qui est que Paul Biya, c'est un pion français, pour justifier leur trahison, leur anti-panafricanisme et leur trahison, c'est un pion français, mais qui vous sortent le document où, justement, l'accord dit de défense, n'est-ce pas, avec la France, est demeuré en l'état tel qu'il était avant 2007. Mais qui vous montre ça? Qui montre ça? Alors, le Cameroun n'a jamais dit, le Cameroun, écoutez, la diversification du partenariat ne veut pas dire s'inscrire dans un anti-partenariat avec un pays, quel qu'il fût. Ça ne veut pas dire ça, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que la France, je vous déteste, rien à faire avec vous. Ce n'est pas ça. Ça va mettre la démarche du Cameroun. Je répète, la démarche du Cameroun, c'est diversifier les partenariats. Les diversifier. Oui. C'est ce qu'on a fait avec la Chine. Je sais pas, quand les gens vous disent que le président Biya, c'est un pion français, les gens ne le savent pas, je vais vous le dire aujourd'hui. Quel est le premier partenaire du Cameroun sur le plan économique? Beaucoup de gens disent que c'est la France, et ça fait pitié. Ce que je vous dis, c'est le Nigeria. Combien les gens le savent? Suivi de l'Italie, en deuxième position. Les positions françaises qu'ils avaient au Cameroun sont passées depuis très longtemps de positions dominantes à des positions résiduelles. C'est pas nous qui nous disons, allez parler avec tous les officiels français au Cameroun. Allez les voir. Allez à l'ambassade du Cameroun. Allez au consulat français, allez demander qui vous sortent les chiffres, vous allez voir. Et ça, c'est pas parce que le Cameroun est la France. C'est à cause justement de l'incapacité de l'État français à se mettre à jour. Je l'ai démontré, c'est un fait. Quand vous êtes sur un continent depuis 300 ans, si on prend pour repère la colonisation, j'espère que mes souvenirs sont bons, et que pendant 300 ans et plus, vous n'avez pas été en mesure de produire des performances en matière de performances économiques, culturelles, politiques, qui font des populations vos meilleurs agents. Mais on s'en prend à qui? Ou vous en prenez aux dirigeants, ou vous en prenez par l'africanisme. C'est une honte. C'est une honte, c'est une incompétence et une indigence intellectuelle qui prouve que vous ne voulez rien faire en dehors de coloniser, de s'avaler, de tuer les gens. Vous êtes petit à tout point de vue. Mon cher Gauthier, c'est cela qu'il s'agit. La France et l'Occident n'ont pas été capables de capitaliser sur l'avantage historique qu'ils ont eu depuis au moins 700 ans, si on prend cette référence-là, du commencement de l'esclavage et de la colonisation, pour faire de l'Afrique, mais, excusez-moi, entre guillemets, un Occident bis. À ce moment-là, quel Africain penserait à une alternative? 700 ans, c'est beaucoup, grosse. Vous avez eu le temps de montrer que vous êtes la patrie des Lumières, que vous incarnez la civilisation, mais vous avez eu l'occasion de le montrer. Qu'est-ce que vous empêchez? Vous n'êtes pas de rien compris. L'échec le plus retentissant de l'histoire, c'est l'échec de l'Occident dans ses rapports avec les pays colonisés, les pays esclavagisés. C'est ça l'événement depuis au moins c'est ça l'événement de ces 700 dernières années. C'est ça l'événement, l'échec. Comment expliquer ça? C'est ça qui montre qu'en face ils ne valent rien. Ils ne sont pas consistants. C'est ça qui le montre. C'est ça qui montre ça. Donc, aujourd'hui, cet aspect s'inscrit dans ça. Et si je vais entrer en détail, donc je parlais tout à l'heure de la diversification des partenariats. Je reviens sur le côté
le point de vue froid, le point de vue de la normalité. C'est simple. Est-ce que pour autant le Cameroun a dit sa ligne ici là est un pays russophile? Non. Les traités camerounais ne l'ont pas dit. Ils ne l'ont jamais dit. Je voudrais rappeler quand même qu'à chaque fois à l'ONU, où le Cameroun a été menacé ces dernières années, et vous savez que tout ce que l'Occident cherchait, c'est que il y a une force de maintien de la paix au Cameroun, vous le savez. Oui. Or, vous savez que le jour où vous avez ça chez vous, vous êtes mort. Ce n'est pas la géopolitique. Le jour où vous avez chez vous une force de maintien de la paix onusienne, vous êtes fini. Ça veut dire que c'est la recolonisation achevée. Ils ne partiront plus jamais. Parce qu'ils viennent, ils ne partent jamais. Quelles sont les deux puissances qui ont été à leur côté pour empêcher ça? N'est-ce pas la Russie et la Chine au Conseil de sécurité? Et pour les Camerounais, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. On doit passer dessus comme ça? Non, ça ne fait pas en relation internationale. Non, ça veut dire quelque chose, mon cher gosse. Oui. Donc, pour le plus normal, si on se rend compte, si on prend le fait qu'à l'ONU, chaque fois que le Cameroun a voulu être coincé, c'est la Russie et la Chine qui sont montées au créneau pour démontrer que le Cameroun ne menace pas la sécurité internationale et que c'est un pays extraordinaire. C'est le pays qui ne s'ingère pas dans les affaires d'autrui. Est-ce que vous le savez? Il ne s'ingère pas dans les affaires d'autrui. Quand vous voulez que le Cameroun vienne chez vous, vous lui donnez un mandat. On ne se mêle pas, c'est l'un des pays les plus pacifiques au monde. Pacifique au monde en matière de relations internationales. Un pays cool. Un pays cool. Donc, les faits sont là. Cet accord va dans ce sens. Quand on veut rester rationnel et froid, ça va dans ce sens. Les avantages entendus sont clairs. Les Russes, vous savez que le Cameroun veut maintenant passer à une industrie militaire. Je vous le dis, ce n'est pas caché, c'est officiel. Le Cameroun veut avoir une industrie militaire. Ben, entre nous, quand en termes d'industrie militaire, vous voyez nos amis historiques là, nous aider à avoir une industrie militaire. Du tout. Ben, la Russie peut le faire. Et a montré qu'il peut le faire. D'où l'idée de transfert de technologie. Je vais encore expliquer plus loin. Actuellement, le Cameroun a fait un horizon stratégique en termes de planification. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle la stratégie nationale de développement? La stratégie nationale de développement à l'horizon 30. Et vous savez qu'une des chevilles, des aspects les plus forts de cette démarche-là, c'est ce qu'on appelait la transformation structurelle de notre économie. Mais si on veut réussir à cet horizon-là, l'armée a son rôle à jouer. L'armée a son rôle à jouer. Et là, je veux dire une chose. Les gens, historiquement, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui comprend ça très bien. L'armée du Cameroun, ce n'est pas une armée de guerre, historiquement. C'est une armée de développement. Il fait une armée du Cameroun. C'est-à-dire que l'histoire de l'armée du Cameroun, c'est que c'est une armée de développement. Donc quand tu n'as pas la guerre, on doit le trouver en première ligne dans l'exploitation agricole, dans les industries, dans le génie militaire, dans même le génie électrique. On a un problème d'énergie électrique dans notre pays. Mais pourquoi l'armée ne s'investirait pas dans l'ingénierie électrique? Mais l'ingénierie atomique, hein? On a un ami, le professeur Bellet, qui était génie en la matière, mais il faut l'exploiter dans plusieurs domaines. Vous comprenez? Or, dans ce chantier à l'horizon 2030, l'armée a son rôle à jouer. L'armée a son rôle à jouer. Il faut que l'armée aille chercher les technologies. Il faut que l'armée aille chercher, n'est-ce pas, de l'expertise partout où cela sera. Diversification des partenariats. Donc, on ne cherche pas les pouces la tête du Cameroun. Il n'y a pas moyen. Donc, on l'a fait d'une pierre deux coups. On l'a normalisé, n'est-ce pas? Une relation qui n'était pas normalisée avec la Russie, maintenant c'est officiel. On approfondit la diversification des partenariats, qui n'est pas une fin en soi. Il faut l'amener au niveau décisif, de manière que dans un contexte comme celui-ci, où le monde avait négocié un virage extraordinaire, que le virage ne se fasse pas au détriment des pays africains en général et du Cameroun en particulier. Tel est l'objet, n'est-ce pas, de cet accord. Merci beaucoup, président Badakani, d'avoir été des nôtres. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre parole. Le panafricanisme, au plaisir de vous retrouver très prochainement. Eh bien, restez sur notre page Panafricaniste TV sur YouTube. Bonne journée à toutes et à tous.